Sages-femmes, associations d'aide aux victimes ou encore policiers et gendarmes sont tous autour de la table. Cela fait 1 an qu'ont été mises en place des consultations spécifiques en psychopérinatalité pour les femmes enceintes victimes de violences conjugales. Il s'agit d'encourager maintenant la coordination entre professionnels médicaux, sociaux et judiciaires. Cette journée, en fait, l'idée de cette journée a germé quand on s'est retrouvé plusieurs fois en difficulté dans le service avec des patientes qui subissaient des violences. Ce maillage a toujours été plus ou moins existant, mais là il devient vraiment de manière pérenne. Il y a eu le DAV qui est rentré au sein du CHT et donc ça a été vraiment une grande aide pour nous aussi pour prendre en charge ces patientes. Ce maillage des compétences est complexe, en témoigne l'histoire de Léa, c'est un nom d'emprunt. Des signalements avaient été faits dans un contexte de violence conjugale plutôt d'ordre psychologique et verbal. Et on s'est assuré à sa sortie, comme on était inquiète quand même pour elle, d'avoir un accompagnement, donc, d'où le réseau, donc, de l'adresser à d'autres professionnels quand elle sortira de l'hôpital. Voilà, on est obligé de travailler tous en réseau parce que le temps d'hospitalisation est court. Donc nous, on voit les patientes un temps limité et une fois qu'elles sortent, en fait, il faut qu'on puisse passer le relais à d'autres dispositifs pour les prendre en charge. Des consultations en psychopérinatalité à l'image de celles du Medipôle devraient à terme être réalisées à l'hôpital de Koné. Plus de 400 patientes bénéficient actuellement de ce dispositif. Voilà, que tu as planté l'année dernière. Mets les deux genoux. Je vais te faire mal au dos. Voilà. 1 an après la plantation, Sébastiane retrouve l'igname qu'elle avait mis en terre. À tour de rôle, les différentes classes se succèdent autour du billon d'igname pour les déterrer. Suite à la récolte, dans des ateliers lors de la journée culturelle de l'école, les élèves apprennent à identifier l'igname et à le hiérarchiser. Avec l'aide des mamans, ils apprennent également à la cuisiner. Na shopping boire, na shopurwe. Yana feire kuwa. Yana feire kumba aprende nga shista de nepoi kude. Ngena nina na mi kumba e khoton ni ndona ngena shwe maine. Na mi mba e menembwi nge shwe ite akwe. Ndo chanendo. Quand on a fait pourquoi on attache les ignames, le chando comme ça a été fait de nos vieux. C'est la tradition pour ne pas que les ignames s'écrasent dans la marmite. Tu vois? Ce genre de journée culturelle est organisé tous les ans à l'école de Naketi. Prochaine mission pour les élèves, labourer et replanter le champ le mois prochain. Cela faisait des semaines que la décision du gouvernement était attendue, pendant que ses membres délibéraient ce matin, sous ses fenêtres, Lusoinc Nickel se faisait entendre pour, je cite, sauver la SLN. Dans la journée, les membres du gouvernement ont enfin tranché en faveur de l'exportation de minerais bruts à basse teneur depuis les réserves métallurgiques. À certaines conditions, cependant, ces autorisations seraient exceptionnelles, accordées aux industriels qui en feraient la demande en 2020 uniquement et pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. La SLN ou Vallée devront justifier alors de leurs nouveaux investissements effectués grâce à l'exportation de minerais respectivement des massifs de Thiébagui et Goro. 2 autres textes ont été votés par les membres du gouvernement. Ils mettent en place une redevance et des taxes à l'exportation, dont les taux restent à définir. Cette nouvelle fiscalité alimentera le fonds nickel et, à terme, le fonds pour les générations futures, qui reste à créer. Ces textes votés en urgence à la majorité et sans le vote des membres indépendantistes ne doivent pas pour autant bouleverser la stratégie minière de la Nouvelle-Calédonie, selon le président du gouvernement. Il s'agit bien d'une autorisation exceptionnelle pour ne pas préjuger des discussions qui ont commencé et qui permettent de préparer les fameuses assises du nickel qui sont prévues à la fin de cette année 2020 et qui, elles, vont rentrer dans le fond véritablement de la stratégie minière calédonienne. Alors, je pense que la raison essentielle du non-vote d'une partie des membres du gouvernement, en l'occurrence les membres indépendantistes, est surtout liée au contexte binaire
dans lequel on se trouve aujourd'hui, d'une période référendaire, d'une campagne référendaire qui est en cours, où chacun affirme peut-être un peu plus ses positions politiques, avec un regard moins pragmatique. Ces textes doivent maintenant être examinés et validés par le Congrès. Les autorisations d'exportation devraient être délivrées aux industriels avant la fin de l'année. Des vêtements de couleur rouge en signe de contestation. C'est la consigne donnée par les coutumiers du district de Ny qui ont lancé un appel à la mobilisation à la place Roli ce matin dès 7h30. Ils protestent contre le recrutement du chef de centre de la caserne des pompiers de Bourail qui s'est fait au détriment d'une candidature locale. Et si nous manifestons aujourd'hui, c'est pour le devenir de nos enfants dans cette commune de Bourail. Et le district, il est là pour chapeauter ce district-là, parce que la ville, elle se pose sur le district de Ny. Et nous sommes les gens de district qui sont venus. Ici, il y a plusieurs ethnies qui sont là ce matin. C'est quelque chose de pacifique, parce que nous voulons avoir des emplois pour nos enfants dans cette commune de Bourail. Le cortège, qui regroupait près d'une centaine de personnes, s'est ensuite rendu devant la mairie de Bourail. Après 1 heure de mobilisation devant la municipalité, les manifestants ont été reçus par le 3e adjoint au maire. Donc aujourd'hui, nous avons reçu le cahier de doléances de la population du district de Ny et des sapeurs-pompiers, que nous avons pris acte. Nous avons répondu à quelques points en direct, d'autres points demandent un temps de réflexion. Le dialogue a été ouvert, tout le monde a bien respecté les temps de parole. Donc maintenant, on s'est fixé un petit calendrier assez court pour pouvoir justement trouver des solutions définitives et pérennes qui conviennent à l'ensemble des parties prenantes. Et bien entendu, en respectant chacun des prérogatives de chacun. Une autre rencontre est prévue demain entre l'exécutif et l'ensemble du personnel de la caserne. Nous sommes installés sur le territoire de la commune de Koumak. Et puis donc au Wingwa, les engins, ils viennent et puis ils s'arrêtent au col. Ils ne vont pas plus loin, quoi. Ce col est donc la limite entre les communes de Koumak et Wegwa. La tribu de Wene fait administrativement partie de la commune de Koumak, mais elle est géographiquement plus proche de celle de Wegwa. Et c'est cela qui pose problème. Étant trop éloignés de Koumak, ses habitants ne peuvent pas bénéficier du service public. Pas d'entretien de la route, pas de transport scolaire. Cette situation complique la vie des quelques habitants installés ici depuis 2007. Pour se rendre à l'école, située côté Wegwa, les enfants doivent franchir la limite. C'est par ici que tous les matins, les enfants de la tribu qui se rendent au col Laos pour prendre le car. Wene est une ancienne tribu. Ses habitants s'étaient déplacés vers Pembois et Kourou, au fond de Kalagomen, il y a de cela des années, pour des questions de religion. Jean-Baptiste est l'un des premiers à revenir s'installer à Wene en 2007. Le terrassement sur lequel il a bâti sa maison a été réalisé du temps de la création de la transversale Pembois-Wéol. Aujourd'hui, d'autres membres de sa famille veulent le suivre mais sont bloqués par manque d'engins. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est assez petit, donc pour permettre aux jeunes et puis à d'autres gens de s'installer. Donc on voudrait aller un peu plus haut de la vallée où c'est un peu plus élargi et puis donc avec le transfert, on espère que les choses vont se débloquer et puis voilà. Ce transfert, c'est le combat des habitants de Wene depuis des années. Ils souhaitent inscrire leur tribu à la collectivité la plus proche qui est celle de Wegwa. Après avoir frappé à toutes les portes depuis 2001, le dossier de demande de transfert de territoire reste sans réponse. La limitation des territoires communaux est une compétence État. L'arrivée du haut-commissaire sur place est donc une aubaine pour eux. Chacun une enveloppe, voilà, qu'on vous demandera d'étudier parce que c'est même si on vous le dit gentiment, mais aussi on le dit calmement, c'est un dossier qui nous tient à cœur de façon à ce que la situation administrativement puisse se régler. Parce qu'après, ça va être la clé d'ouverture de tous les travaux qu'on demande à la mairie de Wegwa sur cette zone-là. Pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée aux habitants de Wene. Mais le haut-commissaire s'engage à mener à bien la procédure en collaboration avec les maires des deux communes.
Bertram Charles Ballard. C'est le nom du premier représentant officiel du gouvernement australien en Nouvelle-Calédonie. Nommé le 6 août 1940, il avait pour mission de rendre compte au gouvernement australien des observations d'ordre économique et politique. Sa nomination intervenant en pleine période de Seconde Guerre mondiale, sa présence avait également pour objectif d'encourager la coopération entre les deux pays en temps de guerre. C'est donc après l'appel du général de Gaulle et avant le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre qu'il arrive sur le territoire à la fin du mois d'août. Peu de temps après, le navire de la Marine royale australienne arrive en Calédonie en tant que soutien au ralliement. C'est dans ce contexte de Seconde Guerre mondiale que Nouméa accueille la 4e représentation diplomatique australienne dans le monde, après Londres, Washington et Ottawa. Après le départ de M. Ballard en 1943, 27 autres diplomates australiens ont servi comme consuls généraux au pays. Depuis, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie continuent d'entretenir cette relation bilatérale à travers différents domaines. La graine de café, toujours, par rapport à les 10 ans de l'écomusée. On a le serpent. Ici, on a la tasse. La tasse de café, là. Qui est sur la carapace de la tortue. Avant qu'elle ne soit la gardienne de l'histoire du café de Nouvelle-Calédonie, cette maison appartenait à la famille d'Estoupe, arrivée à Vaud en 1895. Sous l'impulsion de l'association PHV, Patrimoine et Histoire de Vaud, cet établissement est devenu l'écomusée du café. 10 ans après, les artistes s'unissent durant une semaine pour parler du café avec leur art. On est là pour faire les ateliers de chant, parce qu'on a fait de la sculpture, on fait un peu des flûtes, puis là on a fait 7 journées pour travailler la chanson de l'écomusée. C'est l'hymne que le directeur de l'écomusée m'a demandé d'écrire, pour rendre hommage un peu à tous les vieux dans les caféries qui ont planté le café avant. Au-delà de cet esprit festif, l'heure est à la restructuration en tenant compte de la conjoncture économique afin de ne pas dépendre des collectivités territoriales. Les collectivités n'ont plus les moyens qu'elles avaient auparavant. Donc, on doit être innovant, on doit faire preuve aussi d'entrepreneuriat parce qu'il faut qu'on développe aussi des activités nouvelles et des activités qui nous génèrent du revenu pour consolider ce patrimoine-là. Pour clôturer en beauté, cette semaine dédiée à l'or noir jadis convoité au pays, une grande journée anniversaire se tiendra ce samedi.